fremde Kulturen ins Rüebliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K. Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Bonsoir à toute l'Afrique, bienvenue dans la toute première partie de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci de nous être fidèles. Eh bien, le 3 juin 2013 dernier, la Cour pénale internationale a donné son verdict concernant l'audience de confirmation des charges contre l'ancien président Laurent Gbagbo. La Cour pénale internationale a refusé donc de confirmer les charges en l'état, jugeant que les preuves fournies par la procureure Fatou Bensouda étaient insuffisantes. Alors pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas pu être libéré provisoirement après cette décision de la Cour ? Comment comprendre le silence de la classe politique africaine? Nous en discuterons dans un instant avec nos invités en direct depuis la France et depuis les Pays-Bas. Eh bien, si tout va bien, nous discuterons également de la crise sociopolitique au Togo avec un de nos invités que nous recevons en direct depuis Lomé, effectivement. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K, sur les gens FM et la VRA également, la voix de la résistance africaine, basée en Allemagne. Eh bien, le 3 juin 2013 dernier, la Cour pénale internationale a donné son verdict concernant l'audience de la confirmation des charges contre l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle a donc refusé de confirmer les charges en l'état, jugeant que les preuves fournies par la procureure Fatou Bensouda étaient insuffisantes. La procureure est sommée de présenter des preuves supplémentaires avant le 24 janvier 2014, faute de quoi les charges seront définitivement rejetées. Pourtant, la CPI maintient Laurent Gbagbo en détention et refuse ne serait qu'une libération conditionnelle. Alors, quelques jours auparavant, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, président en exercice de l'Union africaine, a accusé la Cour pénale internationale du racisme et d'impartialité en direction des Africains. Alors bien, quant à l'avocat du président Gbagbo, Maître Tilt, il estime que le dossier est vide et que Gbagbo devrait être remis en liberté. Eh bien, pour en parler, nous allons accueillir dans un instant, je l'avais annoncé en direct depuis les Pays-Bas et également depuis la France, deux panafricanistes que nous aurons dans un instant dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Pour le moment, nous marquons une pause musicale. Et bonsoir à toutes et à tous et excellente soirée. À toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer.
demandé Africa, mais quel avenir. Quand je regardais l'Afrique, oh, avec tous ces cadavres, je me demandais Africa, mais quel avenir, oui. Africa, des cadavres un peu partout, hein. Où est ton avenir? Du malade de Wani. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demandais Africa, mais quel avenir. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces cadavres, je me demandais Africa, mais quel avenir, oui. On battait Bakara Wone, Henny Baba Beno Mounenge, Ebiso Africa, oh, Bona Bongo, on battait America, Henny Baba Beno Moussango, Ebiso Africa, oh, Bilana Bila, regardez l'Europe, partout là-bas c'est la joie, mais chez nous en Afrique, oh, la chasse au pouvoir, mais chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh, la guerre civile. Regardez l'Amérique, partout là-bas c'est la paix. Et chez nous en Afrique, oh, la chasse au pouvoir. Et chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh, la guerre civile. Africa, les cadavres un peu partout, hein. Patrice Lumumba, où es-tu? Serge Njapou, toujours derrière moi. Ayokuda Kiteo, Anna Shaka Zulu, Thomas Sankara, Douala Mangabel, Marashara Tangana, Samora Machem, Enes Wanji, Mele Unyobe, Cameroon, Soinewe, Bakalaba Poimbo Asu, Banago Masu Mese, Isabaraba Africa, ici Beni Petolamboe, nous les enfants de l'Afrique, nous n'avons plus de richesse. Regardez mon amour, c'est-à-dire la forêt de Yavassi, le pétrole de l'Afrique, le marché de bois au Congo, Thomas Sankara Awetier, la politique africaine, la guerre civile au Sahel, les Wolowos en Afrique, oh, toujours les Blancs. Bada colonisation, colonisateur, pourtant c'est l'exploitation de l'Afrique. J'y vois Rémi Gono, ils ont dit c'est la colonisation, pourtant c'est l'exploitation. Ah ouais. Opona baba bebaso, Africa est à pas moussangoe. Opona baba bebaso, Africa est à pas mounyengae. Akalaba poino, bawana ni politique. Akalaba poino, bawana ye yoma politico. Aujourd'hui la politique a gâté l'Afrique. Aujourd'hui la politique a servi la guerre. Regardez le pasteur qui parlait politico. Les lions indomptables, il y a la politique. La Zingo du Gabon, il y a la politique. Tu ne connais pas français, tu parles politique. Toi tu manges les colas et toi tu parles politique. Eh bien, merci d'être toujours avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. J'espère que cette chanson Ayo Africa du Camerounais Longue a tout résumé et sur les problèmes qui minent l'Afrique, problèmes sociopolitiques, la guerre partout en Afrique. Eh bien, nous parlons du dossier de Laurent Gbagbo qui est toujours détenu à la haie.
Déjà, le 3 juin dernier, la CPI a ordonné son verdict concernant l'audience de confirmation des charges contre l'ancien président Laurent Gbagbo, je viens de le dire. Alors, quel commentaire faites-vous sur le rebondissement de l'affaire Laurent Gbagbo? C'est de ça que nous allons discuter avec nos invités qui sont déjà en ligne en direct depuis les Pays-Bas et depuis la France. Depuis la France, nous accueillons Alain Jules, qui est journaliste blogueur. Alain Jules, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir chers frères. Et bien évidemment, on va bien parler de cette affaire Laurent Gbagbo. Merci beaucoup Alain Jules. Je le disais, je l'annonçais également depuis les Pays-Bas. Nous accueillons Ben Nyeba. Il est président du KADSKI, l'organisation chargée de coordonner la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo aux Pays-Bas. Bonsoir Ben Nyeba. Bonsoir frère, bonsoir depuis les Pays-Bas, et bonsoir l'Afrique, bonsoir aux éditeurs. C'est un sujet passionnant, nous allons en débattre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je le disais, alors le 3 juin, et Laurent Gbagbo, je le disais, c'est plutôt le 3 juin dernier, la CPI a ordonné son verdict concernant l'audience de confirmation des charges contre l'ancien président Laurent Gbagbo, et la Cour pénale internationale qui affirme également qu'elle ne dispose pas suffisamment de preuves, quand même, pour garder toujours Laurent Gbagbo à la haie. Alors, quel commentaire faites-vous dans le rebondissement dans cette affaire de Laurent Gbagbo et Ben Nyeba? Merci de me donner la parole sur ce sujet. Disons, la décision de la Cour pénale ne nous surprend pas. Dès le départ, dès le début, nous avons toujours dit que ce dossier était vide. Nous sommes confortés dans notre analyse, puisque la Cour elle-même renvoie le procureur à ses études, renvoie le procureur à ses copies, et lui demande de compléter les preuves, disons entre guillemets, en béton, qu'il détenait. Nous sommes confortés, comme je vous le disais, nous savons que le dossier est vide et nous espérons que la Cour en tirera toutes les conséquences qui sont simples, la libération du président Gbagbo. Justement. Alain Jules, votre réaction, rapidement. Il y a un vrai souci. C'est-à-dire que quand on voit qu'un tribunal n'arrive pas à apporter de preuves, n'est-ce pas, assez tangibles, je crois qu'il y a même plus débat. Alors, quand j'apprends que Madame Bensouda fait appel, on se pose des questions. Parce que l'ajournement de la décision donc au sujet du cas Gbagbo pose de réels problèmes. Où est le droit? Parce que ça, c'est si on n'a pas une preuve factuelle, le droit doit s'appliquer. C'est-à-dire que le détenu doit être libéré. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'il ne faut pas inventer le droit parce que c'est Laurent Gbagbo, parce que c'est un Africain. Donc moi c'est ça, c'est un peu, c'est compliqué. Et je crois que la CPI, ce tribunal de Nègre que j'ai toujours dénoncé, et en plus triture le droit, quoi. Donc c'est très grave, c'est vraiment très grave ce qui se passe en ce moment. La procureure Fatou Bensouda justifie l'action de la Cour pénale internationale par la nécessité de rendre justice aux victimes. Alors, dans son intervention à l'ONU le 29 mai 2013 dernier, la Cour pénale internationale affirmait que les critiques contre cette Cour étaient une insulte contre les victimes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on se dit est-ce que la procureure, est-ce qu'elle a raison, Ben Nyeba? Je ferai pas, insulte aux victimes. Les victimes, il y en a eu des deux côtés. Il y a eu des victimes du côté Ouattara, il y a eu des victimes du côté du président Gbagbo. C'est évident. Dans une crise de cette ampleur, dans une crise de cette acuité, il y a forcément des victimes des deux côtés. Maintenant, c'est de savoir, on fait justice pour quelles victimes? C'est une question essentielle. Ceux qui ont suivi le débat, nous qui avons eu la chance de suivre le débat en direct, d'être à l'intérieur de la salle, nous avons vu que la justice était téléguidée. On ne parlait que des victimes du camp Ouattara. Comme si dans ce conflit-là, il n'y a eu que des victimes seulement du camp Ouattara. Quand on sait que Ouattara, au pouvoir, a ordonné une enquête nationale qui a mis en évidence que
ces hommes aussi ont aussi fait des victimes. Donc, je pense que le procureur ferait bien de dire le droit, comme le dit mon ami. Le procureur ferait bien de dire le droit. Le droit est simple. Quand il y a doute, quand il n'y a pas de preuve, tout cela va au profit de l'accusé. Et l'accusé, en l'occurrence, c'est le président Gbagbo, qui doit être libéré. Le procureur ne peut pas inventer ce qui n'existe pas. Justement, le procureur ne peut pas inventer ce qui n'existe pas dans cette affaire de la détention de Laurent Gbagbo. Alain Jules, la procureure Ben Souda, Fatou, pense que insulter dans cette affaire, critiquer la CPI, c'est insulter les victimes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle a raison ou pas? Mais absolument pas. Elle a complètement tort. Il y a tout à l'heure, notre ami Espa précisait que effectivement il y a des victimes. Mais le problème, c'est que qui entre guillemets sont les réelles victimes, parce que ça c'est la vraie question. À partir du moment où on estime, enfin la CPI estime que il n'y a eu des victimes que du côté du pouvoir actuel. Et puisque ce sont ces autorités-là qui ont fait, avec l'aide de la France, arrêter le président Gbagbo le 11 avril, si je ne m'abuse. Donc, ça veut dire quoi? Ça fait pratiquement 2 ans qu'il est embastillé, n'est-ce pas, à La Haye. Et selon le rapport de Maître Altit qu'il a rendu récemment, là, je crois à la fin du mois de juin, il risque d'avoir 1 an supplémentaire à La Haye. Alors, c'est excessif, c'est-à-dire que c'est un abus à partir du moment où les délais ne sont pas respectés, et d'autant plus qu'il n'y a même pas de preuves, puisque eux-mêmes, les juges l'ont dit. Donc, il y a un sérieux problème. Où est le droit? Il faut dire le droit. Et par conséquent, le droit n'est pas dit dans cette affaire, et on ne peut pas incriminer juste Gbagbo et ses partisans, alors pas ses partisans forcément, mais tous les responsables qui travaillaient sous Gbagbo. Il y a plein qui sont embastillés en Côte d'Ivoire sans jugement, torturés même, etc. Le président Gbagbo qui est à La Haye. Donc il y a un vrai souci. Où sont les autres? Parce qu'on en parlait, il me souvient, il y a un débat où on disait que et ceux qui ont perpétré la tuerie de Diokwe, où sont-ils? Pourquoi la CPI n'enquête pas là-dessus? Donc il y a un vrai problème, une espèce de 2 poids 2 mesures insupportable, et je crois qu'il faut aujourd'hui que les Africains parlent, parce que je n'ai jamais vu le degré de couardise des dirigeants africains qui sont incapables de parler. On est où là? On a l'impression que ce sont les autres qui font tout pour nous, et que nous, on a le droit juste de rien dire et de subir. Donc vraiment, je crois que Ben Souda devrait comprendre que la CPI mérite les critiques, parce que la CPI ne dit pas le droit. C'est malheureux, mais il faut le dire, quoi. Voilà. Justement. Et Ben Nyeba, on rappelle quand même que vous êtes d'origine ivoirienne. Je le disais, que vous êtes président du Kadiski, l'organisation chargée de coordonner la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo aux Pays-Bas. Est-ce que vous avez encore des actions en cours, puisque Laurent Gbagbo est toujours en détention à La Haye? Je vous remercie encore. Je vais préciser que le 4-6, c'est le comité d'action pour la défense de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, un mouvement qui a été mis sur pied déjà en début d'année 2011, donc bien avant la crise post-électorale. Je veux dire que après les élections qui se sont tenues le 28 novembre 2010, et après que les résultats de la Cour constitutionnelle qui ont proclamé le président Gbagbo vainqueur ont été contestés par la communauté internationale, nous avons ici aux Pays-Bas eu, la vision de mettre ce comité-là sur pied. Ce comité, donc, défend la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas un comité partisan. Nous avons au sein de ce comité des amis qui étaient pour Ouattara, mais qui nous ont rejoints puisque il s'agit de la Côte d'Ivoire, notre pays d'origine.
Des actions, il y en a qui vont suivre très bientôt. L'action immédiate qui se tiendra à La Haye, c'est le 27 juillet de ce mois. Le 27 juillet, donc, il y a un rassemblement à Amsterdam qui est organisé par les Fonds Patriotes de Paris, avec notre supervision, la supervision du CEPAD, qui est le comité des patriotes ivoiriens et africains ici en Europe. Nous allons essayer de piloter toutes ces actions qui vont se faire. Après le 27, il y a une autre manifestation dite européenne qui sera organisée dans le mois d'août. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans une autre émission. Justement, oui. Il y a des actions en vue. Nous ne pourrons pas baisser les bras tant que cette injustice-là est faite, pas seulement au président Gbagbo qui est la victime première, mais à toute la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire, la sous-région ouest africaine. Quand on voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, quand on voit que tous les pays sont déstabilisés à droite à gauche, quand on voit que les Africains n'ont pas un voix au chapitre dans les décisions internationales, ça fait mal. Ça fait mal quand on vient de ce continent. Justement. Voilà. Et Alain Jules, il est bien vrai que l'arrestation de Laurent Gbagbo est en détention à La Haye a suscité de vives réactions au sein de cette communauté africaine. Hein. Et également, cette affaire a aussi divisé beaucoup d'Africains qui n'ont pas réellement compris ce qui se passe dans ce dossier. Et comment expliquer cela, Alain Jules? Simplement parce que nous sommes simplement observateurs et nous subissons tout ce qui se passe. C'est-à-dire que les autres prennent des décisions, on accepte. On se demande même pourquoi il a pu être transféré à la CPI, d'autant plus que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié le traité de Rome. Donc il y a un problème. Les Africains sont observateurs, ne pèsent pas. Et d'autant plus que, quand on voit ce qui se passe à travers le monde, on peut souligner par exemple l'Amérique du Sud qui s'est réveillée et qui a dit non aux diktats impérialistes. On voit très bien aujourd'hui que ces gens parlent d'une seule et même voix. Et c'est ça qui fait leur force. Or, l'Afrique, vous savez, c'est chacun qui a ses positions, c'est chacun qui est sous l'influence de certains lobbies, etc. Donc, du coup, il y a eu une stupeur. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce sont les peuples qui sont contre ça, en réalité. Mais les dirigeants, non. Malheureusement, c'est-à-dire qu'ils ne pèsent pas sur le plan international et acceptent ce genre de situation. Comment se fait-il qu'on puisse accepter en Afrique d'avoir un dirigeant alors qu'il y a des instances africaines, si il était avéré tous les reproches, n'est-ce pas, que la CPI, alors sans enquête, qui plus est, parce que c'est là où c'est très grave. La preuve, les juges ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. Ça veut dire que Mme Bensouda n'a même pas pu enquêter. Mme Bensouda n'a aucune preuve factuelle. Et par conséquent, quand je reviens là-dessus, quand je dis que les dirigeants africains sont incapables de s'insurger vis-à-vis d'un tel comportement, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Justement. Donc, voilà. Justement. Et bien, Ben Nyeba, j'espère que vous êtes toujours en ligne avec nous depuis les Pays-Bas. Hein. Le procès de Laurent Gbagbo a suscité un vif intérêt des populations africaines qui commencent à se poser des questions, hein, je viens de le dire, eh bien, sur le rôle de la CPI sur le continent noir. Hein. Alors, comment expliquer cet intérêt des masses populaires et comment comprendre quand même aussi le silence de la classe politique africaine, Ben Nyeba? Le silence de la classe politique africaine, je vais être très court, est compréhensible. Quand on voit que les élections en Afrique sont pipées, quand on voit que déjà en 2010, nous avons eu plusieurs élections, que ce soit au Gabon, que ce soit au Togo, des élections qui ont été pipées, qui ont été dirigées depuis l'Occident. Disons que cela explique cela. Maintenant, pour revenir aux populations africaines, c'est évident qu'elles ont besoin de guider, elles ont besoin de souffler, elles ont besoin de se départir, de se suivre et se bénéficier de leurs dirigeants. C'est pour cela que je voudrais, contrairement à tout ce qu'on entend, saluer la décision prise au récent sommet de l'Union africaine par le Premier ministre éthiopien qui a appelé les dirigeants à quitter donc la CPI. Je voudrais aussi saluer ici
la pétition lancée par Mme Kalice Béala, appelant les dirigeants africains à mettre en exergue non seulement les discours, mais aussi agir. Je pense qu'en Afrique, on manque d'actes. On fait des discours, mais qui ne sont pas suivis d'action. Donc voilà un peu les deux pôles dans lesquels nous devons aller. Nous devons, en tant que population, appeler nos dirigeants à agir, et nos dirigeants doivent avoir le courage, comme l'a dit notre ami, de décrier, disons, ce néocolonialisme qui se fait. Permettre à l'Afrique de se développer, permettre à l'Afrique de prendre les décisions qui lui reviennent, permettre à l'Afrique de penser son devenir, soit tant politique qu'économique, et cela pour le bien de ces peuples. Voilà un peu dans quelles conditions, dans quels axes nous devons réfléchir. Justement. C'est pour cela que le CATSI et tous les mouvements ivoiriens et africains qui luttent, non seulement voient en Laurent Gbagbo un symbole, mais c'est aussi la continuité de tous nos vaillants militants pour la libération de l'Afrique, quand était Lumumba, quand était Mandela au dernier moment, quand était Sékou Touré, quand était aussi Thomas Sankara. Justement, Alain Jules, comment expliquer le silence de la classe politique africaine dans cette affaire de Laurent Gbagbo qui est toujours gardé en détention à La Haye? On a l'impression que c'est un choix délibéré, c'est-à-dire que c'est clair qu'il y a une défaillance de l'enquête. À partir du moment où il y a une défaillance de l'enquête, je crois très bien que, tout à l'heure, on revient toujours au sempiternel droit. Donc, la Cour n'arrive pas à dire le droit. Et par conséquent, quand il y a juste une petite défaillance, ça profite à l'accusé. Mais comment se fait-il que Laurent Gbagbo est toujours à la CPI? Il faut comprendre simplement que c'est un choix délibéré. Et j'ai eu dire, dans certains cercles, que voilà, c'est pour ne pas déstabiliser le régime Ouattara. Alors je me dis, mais il y a un problème. Va-t-on sacrifier quelqu'un simplement parce que on estime que sa libération va déstabiliser un régime? Il y a un problème. À partir du moment où on accepte ça, ça veut dire qu'on est complètement perdu, les Africains. Et il faut tout affirmer, c'est-à-dire que au niveau des charges, les choses sont claires là-dessus. De quelle jurisprudence s'agit-il? Alors, on nous crée une jurisprudence Gbagbo, c'est-à-dire que on est accusé, on n'arrive pas à apporter des preuves au niveau de l'accusation, mais néanmoins, on est gardé, on est en prison, parce qu'on estime que sa libération risque de créer des troubles. Attendez, il s'agit de quoi? Essayez de m'expliquer. C'est-à-dire qu'on est sans voix. Et tout à l'heure, justement, le frère Ben Nyeba parlait tout à l'heure de la pétition de Mme Béala qui demande que les dirigeants africains sortent de la CPI. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'urgent. Il faut sortir de ce genre d'organisation qui ne servent à rien, au contraire qui nous rabaisse, qui nous insulte. Donnez-moi un seul nom de dirigeant européen qui a la CPI. Or, tous ces gens-là ont signé le traité de Rome. Et sachez que les Américains, aucun citoyen américain ne peut être traduit devant la CPI. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a vraiment aujourd'hui en Afrique une vraie crise. C'est-à-dire qu'au niveau des dirigeants, ils acceptent tout, ils ont peur de tout, même de leur ombre. C'est une catastrophe. Il faut vraiment de nouveaux dirigeants qui pourront demain booster un peu plus le combat du panafricanisme, sans lequel nous sommes perdus. Et je reviens toujours à l'exemple des Sud-Américains. Justement, Alain Jules et M. Ben Nyeba depuis les Pays-Bas et Alain Jules depuis la France, nous marquons une pause. Le temps de continuer cette discussion est sur le dossier de Laurent Gbagbo qui est toujours détenu à La Haye. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K.
Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. VRA, Voix de la résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, retour au studio Canal K dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, une émission panafricaine. Nous discutons du dossier de Laurent Gbagbo qui est toujours gardé en détention à La Haye, alors que la Cour pénale internationale a refusé de confirmer les charges en l'état, jugeant que les preuves fournies par la procureure Fatou Bensouda étaient insuffisantes. Et nous discutons avec Ben Nyeba, président du CADSKI, l'organisation chargée de coordonner la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo. Et il est basé, cette association ou organisation est basée aux Pays-Bas. Alain Jules, journaliste, blogueur, panafricaniste en direct depuis la France. Et rapidement, également une question qui tient également à cœur à beaucoup de panafricanistes, beaucoup d'Africains. Et Ben Nyeba, est-ce que, disons-nous sans langue de bois, est-ce que Laurent Gbagbo a subi le coup de la France-Afrique? C'est évident, c'est une question qui n'a même pas son sens. C'est évident, il y a tellement d'intérêts. La Côte d'Ivoire représente quand même 40% du poids économique de l'UMOA. Donc c'est évident que les intérêts français sont énormes en Côte d'Ivoire. Et au-delà de cela, nous avons eu avant, disons dans le courant de la période crise post-électorale, nous avons eu donc quelques documentaires qui nous ont montré que le golfe de Guinée représente le nouveau Eldorado du pétrole mondial. Les réserves pétrolières dans le golfe de Guinée sont importantes et la France n'est pas prête avec donc les pays occidentaux à perdre la main sur cette partie et ce trésor-là. La France-Afrique, c'est un tout, c'est à la fois politique, c'est à la fois économique, mais tout cela juste dans l'intérêt de la puissance coloniale, de l'ex-puissance coloniale qu'est la France. Donc tout doit conjuguer au bien-être de la France. À partir du moment où un dirigeant africain sous le joug de la France essaie de voguer de son propre fait pour le bien-être de son peuple, ce dirigeant-là est vu comme un dissident. Donc il faut qu'il soit combattu, et c'est ce qui se fait. Laurent Gbagbo a été combattu par la France-Afrique. C'est pour cela que Laurent Gbagbo s'est retrouvé seul, délaissé, pas de support de ses pairs. La France, donc, le punit pour cette audace-là. Ben Nyeba, merci. Alain Jules, est-ce que Laurent Gbagbo a subi le coup de la France-Afrique? Oui, tout à fait. J'abonde dans le même sens. C'est-à-dire que on voit très bien que on n'a pas dit de façon stricto sensu le droit. Ça, c'est le premier point. Et le second, c'est qu'il y a un manque d'équité. C'est tellement évident que aujourd'hui, Bensouda est obligé de s'appuyer sur une pseudo-opinion ivoirienne, parce que on a vu les journaux pro-Ouattara qui titraient, mais je vous jure, mais c'est du jamais vu dans le journalisme. C'est-à-dire que oui, la paix est menacée, tout et n'importe quoi, alors que il faut partir d'une base simple. Que s'est-il passé? A-t-on des preuves? On n'en a pas. Et alors, que faut-il faire? Est-ce que c'est parce que trois Gugus vont les crier, je ne sais pas, au plateau à Abidjan, ou alors faire une parade de voiture à Riviera pour dire que il faut pas que Gbagbo rentre chez lui? C'est quand même son pays. Et il n'y a pas de preuve contre lui. Pourquoi on le garde? Et ce qui est terrible, c'est que dans cette affaire, c'est même un régime de liberté provisoire. Il n'y a même pas. Franchement, c'est une grande première, hein, cette affaire Laurent Gbagbo, au niveau du droit international. Le droit international est bafoué. Et en plus, quelqu'un est gardé comme ça. Non, c'est la France-Afrique, c'est-à-dire que effectivement, on se dit que si cet homme est libéré, vu son
son âge, ça veut dire que, et surtout qu'il est en très bonne santé, hein, on en parlait récemment avec Miaka Ureto, hein, n'est-ce pas, le président de son parti, qui dit qu'il est très en forme. D'ailleurs, maître Emmanuel Altit l'a confirmé. Et par conséquent, s'il rentre effectivement n'ayant aucune charge contre lui, voyant un peu la sympathie qu'il aura auprès du peuple ivoirien, c'est pour revenir au pouvoir. Et s'il revient au pouvoir, forcément, il remettra en cause, logiquement, hein, et c'est tout à fait normal, vu ce qu'il a subi par rapport à la France-Afrique, tous ces contrats bidons signés depuis Nana Oufoué, hein, qui donnent tout le monopole de nos richesses, des richesses africaines aux pays colonisateurs. Donc je crois qu'il faut que ça cesse, parce que derrière on accuse les dirigeants de ne pas aider leur peuple, alors que finalement nous n'avons rien, parce qu'il faut voir les pourcentages au niveau de nos ressources. Nous n'avons pratiquement rien. Avec ça, on n'arrive pas à s'en sortir. Nous sommes riches, mais pauvres. Essayez de m'expliquer ça. Donc il y a un vrai problème avec la France-Afrique. Justement. Eh bien, Ben Nyeba, vous êtes ivoirien, hein, alors beaucoup d'Ivoiriens supposent ou pensent que libérer Gbagbo, c'est remettre également en cause la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partagez cet avis? Mais on n'a même pas fait cette réflexion. Y répondre, c'est leur donner raison. Après les élections dernières qui sont passées, les élections régionales et législatives, sont la preuve éclatante que Gbagbo représente le pays, représente la Côte d'Ivoire légale, représente la population de la Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des assertions auxquelles on n'a pas besoin de répondre, puisque les faits sont là pour les prouver. Et je prends encore cet exemple, l'exemple de ces deux élections, des élections législatives et l'élection régionale qui s'est passée tout dernièrement en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, où, à l'appel donc du FPI, le parti fondé par Laurent Gbagbo, il a eu une abstention extraordinaire, à tel point que les journaux européens, français, qui étaient pro-Ouattara, qui le sont toujours, ont même retenu la faible participation. C'est dire que Laurent Gbagbo représente à lui seul une bonne partie de la classe de la population ivoirienne. Libérer Gbagbo, c'est donner la chance à la réconciliation. Cette réconciliation qui est tant chantée par les tenants du pouvoir actuel, mais qui ne chante seulement que pour faire plaisir à leurs mandataires, faire plaisir à la classe, à la communauté internationale. Libérer Gbagbo, c'est le seul moyen qui peut amener les Ivoiriens à pas oublier ce qui s'est passé tellement grave qu'on ne peut pas l'oublier, mais à donner la chance à cette réconciliation-là. Et je pense que sans le président Gbagbo, il n'y aura pas un once de réconciliation. On peut le chanter, on peut le vouloir, mais ça n'ira nulle part. Justement. Voilà un peu pour répondre à cette question, ce que je peux Bien sûr. Et Alain Jules, Ben Nyeba, il est ivoirien, hein, et lui pense que libérer Gbagbo, c'est donner encore une fois la chance à cette réconciliation tant attendue en Côte d'Ivoire. Et d'autres Ivoiriens pensent également que libérer Gbagbo, c'est remettre en cause la paix en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que panafricaniste? Dans cette crise ivoirienne, il y a quand même eu 3000 morts, hein, beaucoup de blessés, hein, Alain Jules. Oui, moi je l'ai toujours dit, hein, vous savez, un pays ne peut se construire sans martyrs. Alors, je crois que pour une vraie réconciliation justement nationale, on va se dire, puisqu'il y a eu des deux côtés des morts, hein, c'est indéniable, apporter la paix et la réconciliation, c'est justement de créer probablement une journée des martyrs, et c'est 3000 personnes qui ont été tuées, parce que c'est pas simplement dans le camp adverse. Libérer tout le monde, notamment Gbagbo, et il a raison quand il dit, là, notre ami Ben Nyeba, il faut libérer Gbagbo, et libérer Gbagbo quand même, qui représente, attendez, parce que quand on voyait l'élection présidentielle quand même, si on veut, en gros on va dire du 50-50, on sait les deux frères ennemis, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laurent Gbagbo représente 50% des Ivoiriens. À partir de là, va-t-on exclure 50% d'Ivoiriens simplement parce qu'on veut rester au pouvoir? C'est justement mettre en place une non-réconciliation des Ivoiriens. Or, la libération de Laurent Gbagbo, à mon humble avis, permettrait justement
qui est la paix, permettrait qu'il y ait une commission de réconciliation, de pardon. On l'a fait en Afrique du Sud. Et ce qui s'est passé en Afrique du Sud durant des années avec le régime d'apartheid, c'était encore pire que ça. Pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une table et oublier? C'est possible. Je dis bien qu'aucun pays au monde ne s'est construit sans martyrs. Donc, acceptons qu'il y a eu une crise post-électorale et essayons d'oublier. Je sais que c'est facile. Il faut pardonner. Mais pas forcément oublier, c'est-à-dire que c'est pas que je parlais tout à l'heure de créer peut-être une journée des martyrs, etc. Et puis voir ceux qui ont été touchés, et peut-être on indemnise des familles, etc. Je crois qu'il y a des solutions à tout. C'est ça les vraies solutions. C'est pas d'emprisonner les gens pour dire que oui, il faut pas que l'impunité cesse, etc. Donc je crois que effectivement, comme on dit d'habitude, c'est le plus fort qui tend la main. C'est aux autorités actuelles, n'est-ce pas, qui détiennent grand nombre de dirigeants de l'AFCI, de les libérer et de faire pression aujourd'hui, parce que bon, le dossier est entre les mains de la CPI, et faire pression pour que Laurent Gbagbo rentre chez lui. Et puis voilà, je crois que c'est la seule façon pour moi, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Sinon, il y aura des rancœurs, il y aura toujours des suspicions, il y aura toujours des problèmes. Donc voilà, je pense exactement comme notre frère Yann. Ben Nyeba, oui. Nous tirons pratiquement vers la fin de cette discussion sur l'affaire Laurent Gbagbo. Et depuis le 3 juin dernier, la CPI a ordonné son verdict concernant l'audience de confirmation des charges contre l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais cette même cour a refusé de confirmer les charges en l'état, jugeant donc que les preuves fournies par la procureure Fatou Bensouda étaient insuffisantes. Rapidement, un dernier mot dans cette discussion. Et Ben Nyeba, je rappelle que vous êtes ivoirien, vous êtes ivoirien, vous êtes président du CADSKI, l'organisation chargée de coordonner la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo aux Pays-Bas. Alors rapidement, quel sera votre dernier mot dans cette discussion? Je vous remercie encore. Mon dernier mot, ce sera un mot d'apaisement. Je pense que dans cette crise, c'est la Côte d'Ivoire qui a perdu. Ce sont les Ivoiriens qui ont perdu, qui a un frère, un père, une mère, une sœur, un ami, un voisin. Nous nous sommes éloignés les uns des autres. Et comme le président Laurent Gbagbo nous l'a appris, à tous les Ivoiriens, il faut tendre la main. Et comme l'a dit mon ami et interlocuteur tout à l'heure, c'est le plus fort qui tend la main. En 2004, Laurent Gbagbo l'a fait. En 2002, quand il est arrivé au pouvoir, il l'a fait. Il a réuni tout le monde dans un forum de réconciliation où nous avons parlé. Il a fait rentrer Ouattara et le président Bédié et l'ancien chef de la jeune militaire Guéhi, qui était hors de la République. Il les a fait rentrer dans la République, discuter, il a tendu la main. C'est le plus fort qui tend la main. Aujourd'hui, M. Ouattara se sent fort parce qu'il a tous ses parrains avec lui. C'est donc à lui de tendre la main. C'est à lui de nous réunir autour de notre mère patrie. C'est à lui de nous faire rentrer pour qu'on discute. Il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. On parle de 3000. Nous qui sommes ivoiriens savons qu'il y en a eu plus que cela. Mais allons avec le nombre de 3000. Je pense que le régime actuel a intérêt pour tous les Ivoiriens, pour nous tous qui sommes Ivoiriens, de réunir tous ces fils autour. Et le geste le plus fort, le plus symbolique, ce serait de libérer le président Gbagbo, de libérer tous les ministres qui n'ont pas leur place en prison, de libérer Mme Gbagbo, de libérer le fils Michel. Qu'est-ce qu'il a à voir dans la politique, Michel Gbagbo? On ne peut pas enfermer quelqu'un parce qu'il est le fils d'eux. Donc ça, c'est des choses qui ne se font pas. L'humanisme demande qu'il fasse ce geste-là. Et à partir de ce geste, qui sera un geste fort qui va l'honorer, je pense que tous les Ivoiriens de la diaspora, comme les Ivoiriens de l'intérieur, se donneront la main pour pouvoir guérir notre pays. Merci. Et après cela, avoir notre indépendance. Il faut que nous soyons souverains. Il faut que les Africains luttent pour leur souveraineté. On ne peut pas continuer à être infantilisés par l'ex-colonisation. Merci Ben Nyeba. J'espère que le message est passé. Alain Jules, en tant que panafricaniste,
Alors, quel sera votre message important à ces Africains qui se sont divisés sur cette affaire de Laurent Gbagbo? Ben Gneba, l'Ivoirien, parle d'un message d'apaisement, de réconciliation entre les fils de la Côte d'Ivoire. Et quel est votre message au niveau de toute l'Afrique, Alain Jules? Simplement, et toujours, un message de paix. Parce que derrière mon panafricanisme, je suis contre la guerre. Donc, à propos de la CPI, je crois qu'il n'y a pas plus simple de dire à tous les Ivoiriens qu'il faut une application stricto sensu du droit. Alors, s'il y a cette application, les charges contre Laurent Gbagbo doivent être entièrement abandonnées. Et donc, pour plus d'équité, justement, il faut qu'il soit libéré. Et puis, il y aura la réconciliation se fera. Simplement, je ne sais pas, il n'est pas un spectre, je ne comprends pas pourquoi le pouvoir en place en Côte d'Ivoire a tellement peur qu'il soit libéré. Et probablement monte des gens pour aller faire des manifestations dans le style, voilà, s'il est libéré, il y aura la guerre, il y aura ceci. C'est complètement faux. C'est complètement faux, compte tenu de ce que le président Gbagbo représente en Côte d'Ivoire. Il a quand même dirigé ce pays pendant 10 ans, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, il y a autant de choses. Donc effectivement, pour les Africains, je crois qu'il faut que les Africains soient forts, vraiment très forts, et ne se laissent plus berner par l'Occident, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, ça ce sera mon dernier mot. Merci beaucoup Alain Jules, journaliste blogueur, de nous avoir accompagnés en direct depuis Paris, en France, et également Ben Gneba depuis les Pays-Bas. Merci et bonne soirée à vous. Merci bien, au revoir. Au revoir. Merci de nous être fidèles dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Dans un instant, nous allons continuer avec la crise sociopolitique au Togo. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demande Africa, mais quel avenir. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses caractères, je me demande Africa, mais quel avenir. Et à nous. Africa, des cadavres un peu partout, hein. Où est ton avenir? Du malade de Wani. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses problèmes, je me demande Africa, mais quel avenir? Quand je regarde l'Afrique, avec tous ses caractères, je me demande Africa, mais quel avenir? On va te TogoCity.com, icilomé.com, cvu-togo-diaspora.org, mo5-togo.com, togo-online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eh bien, nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Eh bien, au Togo, ils manifestent depuis près de 6 mois, mais ils ne sont jamais écoutés par le gouvernement togolais. Et c'est le CSTT, la synergie des travailleurs du Togo, et qui manifestent très souvent. Et jusque-là, c'est vraiment déplorable que le pouvoir togolais n'entend pas faire quelque chose
dans leurs revendications. Nous accueillons tout de suite Dr Gilbert Tolegnanou, en direct depuis Lomé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la synergie et des travailleurs du Togo. Alors, où en est concrètement la synergie avec le gouvernement? Est-ce que c'est la fin des discussions, Dr Tolegnanou? Non, je voudrais d'abord vous remercier pour ce que vous faites au nom du Togo et du peuple togolais. Je voudrais vous dire en fait que pour ce qui nous concerne à la synergie des travailleurs du Togo, ce n'est pas la fin des discussions. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout et nous sommes engagés à obtenir tous les points de notre plateforme de revendication. Alors, je peux vous dire sommairement que aujourd'hui, les discussions achoppent sur 5 points essentiellement. Il s'agit de la valeur indiciaire que nous avons demandé de rehausser carrément à un pourcentage de 100%, parce que depuis 1994, après la dévaluation du franc CFA, le Togo n'a fait aucune mesure d'accompagnement pour revaloriser le salaire des travailleurs, même si entre-temps, quelques soubresauts d'augmentation de salaire ont eu lieu en faisant tantôt 3%, tantôt 5% d'augmentation de salaire, ce qui est très risible et pas du tout important pour les travailleurs. Donc nous demandons que cette valeur indiciaire soit pratiquement doublée avec une augmentation de 100%. Maintenant, il y a aussi la grille de salaire que nous demandons de revoir. Et les retraités aussi qui n'ont plus de prime de départ à la retraite. Et le Togo a suspendu cela depuis pratiquement plusieurs années, et donc ce qui fait à peu près une dette de 22 milliards que le gouvernement togolais a contracté avant des retraités togolais au jour d'aujourd'hui. Maintenant, nous demandons également une prime de transport et pour finir de revaloriser l'allocation familiale qui depuis 1961 et de 2000 francs CFA. Alors nous demandons qu'on amène ça à 10 000 francs CFA. Bon, ce que le gouvernement n'est pas déterminé à faire pour l'heure. Mais n'empêche, nous gardons toujours espoir pour que les négociations puissent aboutir. Justement, oui. Alors, aux dernières nouvelles, je peux vous le dire, le gouvernement nous propose, par rapport à la valeur indiciaire, il nous propose de faire une augmentation de 18% sur la grille actuelle déplafonnée et avec 5 000 francs de bonus. Et cette proposition est consécutive à celle que nous avons faite parce que quand on était aux négociations, le gouvernement s'est resté campé sur sa position de 5% au lieu des 100% qu'on demandait. Et nous avons, pour montrer notre bonne foi au gouvernement togolais, nous sommes allés jusqu'à accepter une valorisation de la valeur indiciaire de 50% pour 2014, pour que le gouvernement puisse faire quelque chose. Et ils nous ont répondu qu'ils étaient prêts à faire 18%. Mais nous, à la synergie, c'était notre dernière proposition, les 50%. Et nous demandons au gouvernement aussi de faire l'effort de nous rejoindre pour les 50% pour que rapidement on puisse trouver un terrain d'entente. Donc c'est ce que je peux vous dire à date d'aujourd'hui. Merci pour cette information et courage à vous quand même, c'est pas si facile. Alors, Dr Gilbert Tolegnanou, et que dit la base de la synergie des travailleurs qui semble très furieuse. Alors que va faire la synergie dans les jours et semaines à venir? Nous pouvons vous dire que la base est non seulement furieuse, mais qu'elle est déterminée. Elle est déterminée à pouvoir obtenir ses droits légitimes d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le salaire du Togo est misérable. Les travailleurs togolais ne sont pas dans une dignité respectable et pratiquement nous faisons un travail, excusez-moi l'expression, qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. La base est déterminée à aller jusqu'au bout. Et pour ce faire, nous avons donc fait une pré-tournée, parce que ce n'est pas encore la tournée d'envergure que nous voulons faire, mais une mini-tournée qui nous a fait circuler non seulement à Tchégier, à Palimé, à Takpamé, à Sokodé et à Dapan, parce que Kara nous a été interdit d'accès, puisque à Kara, nous avons été, on a dû être confrontés à un groupement dénommé défenseurs intrépides de la démocratie et de la patrie, un groupement qui nous a interdit carrément de pouvoir tenir notre AG, au vu au sud des autorités togolaises.
il faut dire que dans l'ensemble, les travailleurs togolais sont mobilisés, très mobilisés et déterminés à aller de l'avant. Alors, quelles sont les actions qui seront menées dans un proche futur? C'est que, pour nous, actuellement, nous pensons organiser incessamment des actions citoyennes d'envergure nationale. Je précise le terme parce que ça voudrait dire que non seulement les préfectures, chacune sera concernée, de Lomé à Saint-Cassé, mais nous aurons à faire une action d'envergure nationale qui va converger tous les travailleurs de Saint-Cassé jusqu'à Lomé pour montrer au gouvernement togolais notre détermination et l'engagement des travailleurs togolais autour de la synergie pour pouvoir obtenir la satisfaction entière de la plateforme de revendication par nous déposée sur la table du gouvernement. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de peaufiner tranquillement notre stratégie d'action et que bientôt nous allons la dérouler au vu et au su de tout le monde. Donc, parce que merci. Nous pensons que vous ne baissez pas les bras. Pour que les choses changent dans ce pays. Vous ne baissez pas les bras. Donc, alors, docteur Gilbert Tcholenganou, à quand la justice pour Anselme et Douti, les jeunes élèves assassinés par, disons, ils sont assassinés lors d'une manifestation pacifique tout au fond, au nord du Togo, La justice est pour bientôt, chers amis et frères. C'est pour bientôt parce que nous avons lancé déjà une série de pétitions en ligne et tous les Togolais, aussi bien à l'étranger qu'au pays, peuvent signer pour soutenir donc cette justice que nous réclamons à corps et à cri. Mais aussi, nous avons lancé une action que nous avons appelée opération SOS Justice pour Anselme et Douti. Et dans cette opération, nous demandons toutes les bonnes volontés, que ce soit des avocats, des médecins et des moyens financiers et tout ça, pour que nous puissions réellement porter cette lutte-là devant tout le monde. Pour nous, c'est de pouvoir introduire une action en justice, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. D'ailleurs, nous avons déjà l'appui de quelques avocats qui sont prêts à nous prêter leurs services pour que nous puissions engager des actions au niveau de la justice internationale. Nous demandons donc par votre canal l'appui des Togolais de l'étranger et de tout esprit, toute âme éprise de justice, de bien vouloir nous soutenir et nous appuyer pour que ces enfants de 12 et 21 ans qui ont été lâchement abattus à Daparan le 15 avril passé puissent vraiment avoir justice et que leur âme se repose en paix. Nous ne voulons plus que cela dans notre pays. Nous ne voulons plus que des enfants soient assassinés lâchement sans impunité. Merci beaucoup, docteur Gilbert Tcholenganou, porte-parole de la synergie et des travailleurs du Togo. Encore une fois, merci, courage à vous. Hommage encore une fois aux deux élèves, Anselme et Sinandare et Douti Sinalengue. Hommage encore dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Bonsoir, docteur Tcholenganou, et à bientôt. C'est le pouvoir en place qui l'a dit et l'opposition l'a repris. Même pipe, même tabac. Malentendu politique hier. Malentendu politique hier. Intérêt personnel déguisé engendre les soulèvements. Eh bien, merci d'avoir suivi cette première partie de cette émission. La deuxième partie, c'est dans 1 minute. Merci de votre fidélité. Ceux qui sont au pouvoir s'y accrochent et on essaie pourquoi. Même si autour de tout s'écroule, ils prétendent aimer ce peuple. Ils prétendent aimer ce peuple. Malentendu politique hier. Malentendu politique hier. Intérêt personnel déguisé engendre les soulèvements. Vite répliqué. Vite répliqué. Ceux
s'y accroche et on essaie pourquoi. Même si autour de tout s'écroule, ils prétendent aimer ce peuple, ils prétendent aimer ce peuple.